Le soleil de midi brûlait la terre rouge du village de Badiaré, illuminant la grande cour où il y avait deux cases qui se faisaient face. À première vue, tout semblait harmonieux, des enfants jouaient, les rires éclataient, et les femmes allaient et venaient, s'activant autour du repas. Mais pour quiconque prenait le temps de regarder de plus près, les fissures dans cette harmonie étaient visibles. La grande maison de Moussa, un homme respecté et influent, était divisée en deux univers distincts, celui d'Aïssatou, la première épouse, et celui de Mariama, la seconde. Deux femmes, deux mondes, cohabitant dans une paix fragile dictée par les convenances plus que par l'affection. Aïssatou, forte et autoritaire, était la maîtresse de maison incontestée. Mère de 3 fils robustes, elle gérait la maison avec une poigne de fer et veillait jalousement sur son territoire. Mariama, plus jeune et plus douce, semblait toujours dans l'ombre d'Aïssatou. Elle partageait la case en face avec sa fille unique, Fatimata, une adolescente de 14 ans, espiègle et vive. Les tensions entre les deux femmes n'étaient jamais exprimées ouvertement, mais elles se sentaient dans chaque mot échangé, à chaque regard. Si une marmite disparaissait ou si un enfant pleurait, l'une accusait toujours l'autre du coin de l'œil. Mais Moussa, fatigué par ces querelles silencieuses, jouait les médiateurs, répétant inlassablement « Nous sommes une famille ». Que penserait le village si nous montrons nos divisions? Un jour, Mariama a commencé à ressentir des douleurs inexplicables. Elle se plaignait de maux de tête constants, de fatigue et d'un poids écrasant dans sa poitrine. Ce n'est rien, disait-elle à Fatimata pour ne pas l'inquiéter. Mais sa santé déclinait rapidement. Aïssatou, en apparence compatissante, s'efforçait d'aider. Elle lui préparait des décoctions d'herbes et lui donnait des conseils. Mais dans ces moments de solitude, elle murmurait à ses fils, « Si elle part, nous serons enfin tranquilles. » Un matin, Fatimata trouva sa mère assise sous le manguier, haletante et incapable de se lever. Elle courut chercher Moussa, qui la transporta d'urgence chez le guérisseur du village. Les diagnostics s'enchaînèrent, mais aucun remède ne semblait fonctionner. « Nous devons l'amener en ville », décréta Moussa, la voix tremblante. Mais la ville était loin, et les moyens manquaient. Les jours passaient, et Mariama s'affaiblissait de plus en plus, sa silhouette frêle à peine visible sous le pagne qui recouvrait son corps amaigri. Un après-midi, sentant que ses forces l'abandonnaient, Mariama exigea de parler seule à Moussa. « Prends soin de Fatimata », murmura-t-elle avec une voix cassée. « Elle n'aura plus que toi. » Moussa, dévasté, lui serra la main. Mais au fond de lui, il savait que cette promesse serait difficile à tenir. Aïssatou, avec son caractère dominant, aurait désormais toute l'attitude pour régner sur la maison. Le soir même, Mariama rend son dernier souffle, entourée de sa fille et de Moussa. Fatimata, anéantie, se jeta sur le corps sans vie de sa mère, criant de douleur, « Maman, ne pars pas. Ne me laisse pas seule. » Les sanglots de l'adolescente résonnaient dans la cour, où même Aïssatou semblait troublée. Mais une lueur dans ses yeux trahissait autre chose qu'un simple chagrin, un mélange de soulagement et de triomphe silencieux. Les jours qui suivirent furent marqués par les funérailles. Les femmes du village vinrent soutenir Fatimata, lui murmurant des paroles d'encouragement. « Tu es forte, ma fille. Ta mère veille sur toi, même de là-haut. » Mais au fond d'elle, Fatimata sentait une peur croissante. Avec sa mère partie, elle se retrouvait seule face à une belle-mère qu'elle n'avait jamais totalement comprise et un père absorbant par ses responsabilités. Un soir, alors que la cour s'était vidée, Fatimata s'assit seule sous le manguier. Elle fixe les étoiles, espérant y trouver un signe, une réponse. Mais tout ce qu'elle ressentait était un vide immense, un vide qu'elle ne savait pas encore comment combler. Dans l'obscurité, une ombre s'approche. « Il est tard, tu devrais aller dormir », lançant la voix grave d'Ousmane, le frère d'Aïssatou, qui vivait dans la maison depuis des années. Fatimata frissonna. Il y avait quelque chose dans son ton qui lui glaçait le sang. Et ainsi, dans cette maison désormais divisée par l'absence de Mariama, une nouvelle menace commençait à émerger, tapie dans les ombres. Le calme était revenu dans la grande cour de Moussa, mais il n'avait rien de rassurant. Après les funérailles de Mariama, les visiteurs s'étaient dispersés, important avec eux les échos des pleurs et des murmures de condoléances. Fatimata, désormais orpheline de mère, était livrée à une vie qui lui paraissait étrangère et terrifiante. Fatimata passa de longues heures dans la case qui avait été celle de sa mère. Le vide laissé par Mariama était tangible.
Ses vêtements, pliés soigneusement, restaient intacts dans le coin où elle les avait laissés. Le pagne préféré de Mariama, suspendu à un clou, ondulait faiblement sous l'effet de la brise. La jeune fille s'agrippait à ses souvenirs, s'efforçant de ne pas plus sombre. Mais Aïssatou ne l'aidait pas. « Fatimata !» criait-elle souvent depuis sa case. « Tu ne vas pas rester là à paresser toute la journée. » Aïssatou lui a confié les tâches les plus grossières, puiser de l'eau, balayer la cour, et même s'occuper de la lessive de ses fils. Chaque soir, elle tombait de fatigue, les mains écorchées, le dos douloureux. Si seulement maman était encore là, se disait-elle souvent, les larmes aux yeux. Dans ce nouvel univers où elle se sentait si seule, Ousmane, le frère d'Aïssatou, commença à jouer un rôle plus présent. Il était connu dans le village pour sa nature joviale et son rire tonitruant. Mais derrière son apparente bonhomie, il y avait quelque chose d'insaisissable, une ombre que peu de gens remarquaient. Au début, il se montrait attentif envers Fatimata. « Tu dois être forte, petite. Ta mère aurait voulu que tu sois courageuse, » disait-il d'une voix douce. Il lui apportait parfois de petites choses, une mangue mûre qu'il avait cueillie ou un morceau de tissu coloré. « C'est pour toi, » murmurait-il avec un sourire. Fatimata, en quête de réconfort, était reconnaissante de ses gestes. Elle voyait en lui une figure protectrice dans un monde qui semblait la rejeter. Mais rapidement, son comportement changea. Il cherchait constamment des prétextes pour être seul avec elle. « Fatimata, viens m'aider à réparer cette chaise », lançait-il, alors que personne d'autre n'était dans la cour. Il posait des questions étranges, parfois déplacées. « Dis-moi, petite, tu es déjà tombée amoureuse d'un garçon du village ?» Fatimata, mal à l'aise, répondait toujours brièvement. Mais une inquiétude sourde grandissait en elle. Un soir, alors qu'elle allait se coucher, il entra dans sa case sans prévention. « Je voulais juste m'assurer que tu allais bien », dit-il avec un sourire qui ne lui semblait pas sincère. Elle se figea, son cœur battant la chamade. « Oui, je vais bien », murmura-t-elle en regardant le sol. Il s'attarda quelques instants, ses yeux parcourant la pièce avant de repartir, laissant derrière lui une atmosphère lourde. Fatimata ne savait pas à qui parler. Son père, Moussa, était rarement à la maison, absorbé par ses responsabilités. Quant à Aïssatou, elle semblait presque jubilée de la détresse de sa belle-fille. « Cette fille doit apprendre à vivre sans sa mère », disait-elle à ses fils. « La vie n'est pas une promenade. » Fatimata commença à éviter Ousmane autant que possible. Elle se réfugiait sous le manguier, espérant trouver un peu de paix. Mais même là, elle sentait parfois son regard sur elle, insistant, dérangeant. Un soir, alors qu'elle s'apprêtait à aller se coucher, elle trouva Ousmane assis devant sa case, un sourire énigmatique sur le visage. « Fatimata, viens t'asseoir. J'ai quelque chose à te dire, » lança-t-il. Elle hésite, mais la peur de le contrarier la poussa à obéir. « Tu sais, ta mère et moi étions très proches. Je veux être là pour toi, comme je l'étais pour elle, » murmura-t-il, posant une main lourde sur son épaule. Fatimata sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle se leva précipitamment, balbutiant un prétexte pour rentrer dans sa case. Cette nuit-là, elle ne ferma pas l'œil, le cœur serré par une peur qu'elle ne pouvait exprimer. Les jours passèrent, et Ousmane devint de plus en plus intrusif. Il y avait toujours des excuses pour se retrouver seul avec elle. Un après-midi, alors qu'elle avait le linge près du puits, il s'approcha. « Tu travailles trop, » dit-il. « Viens, repose-toi un peu. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il lui attrapa le bras, son sourire disparaissant pour laisser place à un regard menaçant. « Écoute-moi bien, petite. Tu n'as personne ici. Si tu veux que je continue à veiller sur toi, tu ferais mieux de m'écouter. » Fatimata sentit sa gorge se nouer. Elle arracha son bras de son emprise et s'éloigna, les jambes tremblantes. Cette nuit-là, pour la première fois, elle pensa fuir. Mais où irait-elle? Elle n'avait nulle part où aller, personne à qui confier ses craintes. La maison qui avait été son refuge était devenue une prison. Et l'ombre d'Ousmane continuait de s'étendre, menaçant de détruire ce qui restait de son innocence. Dans sa solitude, Fatimata commença à penser à tous les moments qu'elle a vécus avec sa mère. Elle se plongeait dans ses souvenirs pour oublier les regards d'Ousmane qui la hantaient.
Les souvenirs de la voix de sa mère étaient sa seule échappatoire, une façon de ne pas sombrer dans le désespoir. Dans cette maison, où les murs semblaient avoir des oreilles, la tension montait inexorablement, prête à éclater à tout moment. La nuit était calme, et le silence pesant semblait envelopper toute la maison. Les étoiles scintillaient faiblement dans le ciel noir, et un vent tiède soufflait à travers les arbres. Dans sa case, Fatimata essayait de trouver le sommeil. Mais l'obscurité de la nuit ne parvenait pas à masquer les ombres qui dansaient dans son esprit. Depuis quelque temps, la présence d'Ousmane la mettait dans un état constant d'alerte. Ce soir-là, elle priait intérieurement pour que la nuit se passe sans incident. Moussa, le père de Fatimata, avait quitté la maison dans l'après-midi pour une réunion importante avec le chef du village. Aïssatou, sa première épouse, comme toutes les nuits, rentra dans sa case pour dormir. La maison, habituellement animée, était étrangement vide pour Fatimata. Elle avait tenté de se réfugier dans le sommeil, mais l'insécurité qu'elle ressentait ne lui permettait pas de fermer l'œil. Elle serrait dans ses mains le chapelet de sa mère, comme si ce simple objet pouvait la protéger. Aux environs de minuit, elle fut réveillée par un bruit. Son cœur s'accéléra instantanément. Elle retint son souffle, pensant que ce n'était qu'un rat ou le vent qui soufflait sur la porte. Mais le bruit se répéta, plus distinct cette fois, le grincement d'une porte qui s'ouvre lentement. Elle ouvre les yeux, le corps raidi par la peur. Des pas l'eau rapprochaient de sa case. « Qui est là ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Pas de réponse. L'obscurité autour d'elle semblait devenir plus dense. Et puis, elle le vit, Ousmane, debout dans l'encadrement de la porte. Il tenait une lampe tempête dont la faible lumière jetait des ombres inquiétantes sur son visage. « Tonton Ousmane ? Que fais-tu ici ?» demanda-t-elle, la voix brisée par la panique. Il referma doucement la porte derrière lui, verrouillant d'un geste la serrure de l'intérieur. « Chut, il n'y a personne ici pour te déranger, » murmura-t-il, un sourire sinistre sur les lèvres. Fatimata se leva précipitamment, cherchant à fuir. Mais Ousmane se place devant elle, bloquant la sortie. « Je t'ai toujours protégée, n'est-ce pas ? Tu me dois bien un peu de gratitude, » chuchota-t-il, en s'approchant dangereusement. « Laisse-moi partir !» cria-t-elle, les larmes aux yeux. Mais ses paroles se perdirent dans l'immensité de la nuit. Il pose ses mains sur ses épaules, la forçant à s'asseoir. Ses protestations se transformèrent en sanglots étouffés. Elle tenta de se débattre, mais sa force ne faisait pas le poids face à celle d'Ousmane. Ce qui se passa ensuite brisa quelque chose en elle. « Si tu oses raconter ce qui vient de se passer, je reviendrai de la même manière pour en finir avec toi. » lui dit-il avant de sortir de la case. Lorsque Mamadou quitta enfin la case, Fatimata était recroquevillée sur elle-même, ses vêtements déchirés, son corps meurtri. Elle se sentait vidée, comme si son âme avait été arrachée. Ses larmes coulaient silencieusement, mais un cri déchirant résonnait dans son esprit. « Si tu parles à qui que ce soit, tu regretteras d'être né », lança Ousmane avant de refermer la porte. Ses menaces planaient comme une ombre dans la petite pièce. Fatimata était paralysée par la peur. Elle savait que dans leur village, les victimes d'agressions étaient souvent blâmées. Elle redoutait les représailles de Ousmane, mais aussi la réaction de son père et de sa belle-mère. Les heures passèrent, mais Fatimata restait immobile, ses yeux fixés sur le plafond. Elle serrait le pagne de sa mère contre elle, cherchant un réconfort qui ne venait pas. Le lendemain matin, elle se force à sortir de sa case pour accomplir ses tâches quotidiennes. Aïssatou était déjà de retour, comme à son habitude, lui donnait des ordres en la grondant. Mais Fatimata ne réagissait pas. Son visage était fermé, ses yeux vides. « Pourquoi tu traînes comme ça ? Tu crois que parce que ta mère est morte, tu peux faire ce que tu veux ?» s'énerva Aïssatou. Fatimata ne répondit pas. Elle baissa simplement la tête, incapable de supporter le poids du regard de sa belle-mère. Elle se retrouve rapidement face à un dilemme insupportable, parler et risquer d'être rejetée, ou garder le silence et porter ce poids seule. Chaque nuit, elle revivait l'incident dans ses cauchemars. Mais elle n'en disait rien. Lorsqu'elle croisait Ousmane dans la cour, il lui lançait des regards appuyés qui la pétrifiaient. Il continuait de jouer le rôle de l'oncle bienveillant devant les autres, mais dans l'intimité, il n'était qu'une menace silencieuse. Les jours passèrent, mais Fatimata n'était plus la même.
Ses éclats de rire avaient disparu. Elle se contentait d'obéir mécaniquement aux ordres, autant que possible les regards et les questions. Aïssatou remarque son changement d'attitude, mais au lieu de s'inquiéter, elle y vit une preuve de faiblesse. Cette fille est trop molle. Elle ne va jamais devenir une femme forte comme sa mère, murmurait-elle souvent. Mais Fatimata n'entendait plus rien. Elle vivait enfermée dans sa propre douleur, seule, isolée, et terrifiée à l'idée que cela puisse recommencer. Dans cette maison, où les murs semblaient complices de son silence, une tragédie encore plus grande se profilait à l'horizon. Les jours se transformèrent en semaines, puis en mois. Le soleil, qui un jour apportait la chaleur de la vie, semblait maintenant étouffer chaque souffle de Fatimata. La maison, autrefois un lieu de refuge, était devenue un piège invisible, où chaque pièce, chaque bruit, chaque regard dissimulait une menace. Au fil du temps, les visites nocturnes de Ousmane à la chambre de Fatimata devinrent de plus en plus fréquentes. Chaque nuit, elle se préparait mentalement à ce qui l'attendait, mais rien ne pouvait la préparer à l'humiliation, à la douleur, et à la terreur qu'elle ressentait chaque fois qu'il franchissait le seuil de sa chambre. Parfois, elle restait figée dans son lit, priant pour que la nuit passe plus vite. Elle se disait que si elle se faisait oublier, si elle se faisait invisible, peut-être que la douleur s'arrêterait. Mais cela ne faisait qu'empirer. Elle avait arrêté de pleurer. Ses yeux, autrefois pleins de vie, étaient devenus depuis sans fond, où les larmes s'éteignaient avant d'avoir le temps de couler. Son esprit était un tourbillon de confusion. Elle se sentait sale, indigne, mais elle n'arrivait pas à exprimer ce qu'elle vivait. Un matin, après un incident particulièrement brutal, elle se rend dans la cuisine pour préparer le petit déjeuner. Son corps était fatigué, ses gestes lents et mécaniques. Aïssatou entra dans la pièce, un regard scrutateur sur le visage. « Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Fatimata ? Tu n'es plus la même. Tu n'as plus d'énergie. » Prise de panique, elle détourna le regard. Elle savait que sa belle-mère avait remarqué quelque chose. Mais à chaque fois qu'elle essayait de parler, un mur se dressait devant elle. Elle baissa la tête, provoque de dissimuler ses larmes. « J'ai mal, maman », souffla-t-elle à voix basse, mais Aïssatou ne semblait pas l'entendre. Fatimata se sent accusée. Si elle parlait, tout serait fini. Ousmane, son oncle, l'humiliait devant tout le village, et elle serait la coupable. Elle le savait, elle l'avait vu dans ses yeux chaque nuit. Mais quelque chose en elle éclata, un cri intérieur qu'elle ne pouvait plus contenir. Elle décide enfin de parler. « Maman, il me fait du mal la nuit, il me touche. » Ousmane. Les mots sortent comme un souffle entrecoupé, comme un cri étouffé qui ne pouvait s'échapper. Elle avait espéré que cette confession serait un soulagement, mais au lieu de cela, elle sentait un froid glacial l'envahir. Aïssatou se figea, et un rictus tordu se dessina sur son visage. La douleur que Fatimata croyait comprendre dans ses yeux se transformait en une colère froide. « Tu veux salir l'honneur de ma famille, n'est-ce pas ? Tu veux que je croie que mon frère ferait une chose pareille ? Tu es une menteuse, Fatimata. Tu veux juste attirer l'attention, n'est-ce pas ?» Les paroles d'Aïssatou frappèrent Fatimata comme un coup de poing. La douleur physique qu'elle ressentait était maintenant amplifiée par cette décharge de rejet. Elle se sent abandonnée, trahie par celle qui était censée être sa protectrice. « Lève-toi et va t'occuper des tâches de la maison », ordonna Aïssatou d'un ton tranchant. « Ce que tu racontes est absurde. Nous avons des gens à respecter dans ce village. » Fatimata ne bougea pas. Les larmes, retenues pendant des semaines, dévalèrent ses joues. Elle n'avait plus la force de lutter contre ce système d'abus, contre ce monde qui se retournait contre elle. Moussa, le père de Fatimata, revient de ses activités dans la soirée. En entrant dans la maison, il sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Fatimata, silencieuse et amorphe, était assise dans un coin de la pièce. Aïssatou, comme toujours, occupe le centre de l'attention, dirigeant la maison. Pourquoi cette atmosphère si tendue ici ? Exigera-t-il distraitement. Fatimata leva timidement les yeux vers lui. Il la remarque enfin, mais son regard était aussi vide que le sien. Elle est étrange, elle est comme, différente, répondit Aïssatou d'une voix presque dédaigneuse. Fatimata se leva lentement, ressentant une chaleur insupportable sur ses joues. Elle voulait dire quelque chose, dire la vérité, mais elle n'y arrive pas. « Qu'est-ce qui t'arrive, Fatimata ?
Pourquoi te comportes-tu ainsi? Exigea-t-il, sans vraiment comprendre. Elle voulait crier, dire la vérité à son père, mais quelque chose l'en empêchait. Peut-être la peur du père. Peut-être la peur de découvrir qu'il se moque d'elle, comme Aïssatou. Mais Moussa, malgré les signes évidents d'un mal-être grandissant chez sa fille, préféra détourner le regard. Peut-être ne voulait-il pas voir ce qu'il savait déjà, ou peut-être se sentait-il trop coupable pour réagir. Fatimata se résigna à la douleur du silence, une douleur plus profonde que celle du corps. Chaque nuit, elle revivait les mêmes scènes de violence, sans espoir de changement. Les abus d'Ousmane se firent de plus en plus fréquents, et chaque fois, elle se fermait davantage, jusqu'à devenir une ombre parmi les siens. Elle vivait dans un état de perpétuelle survie, chaque journée s'étendant comme un cauchemar éveillé. À l'intérieur de la maison, les murs devenaient les seuls témoins de son agonie silencieuse. Personne n'entendait, personne ne voyait. Les jours passaient, mais Fatimata, une victime invisible, n'avait plus d'autre choix que de supporter. Fatimata n'en pouvait plus. La douleur, l'humiliation, les abus répétés d'Ousmane, tout cela la rongeait jour après jour. Ses pensées se perdaient dans une mer de confusion, mais une chose était claire, elle ne pouvait plus supporter ce silence, cette solitude, ce fardeau qui la broyait. Il fallait qu'elle parle. Il fallait qu'elle trouve une oreille compatissante, une personne capable de comprendre, de la protéger. Elle se tourne une fois de plus vers Aïssatou, sa belle-mère, croyant que cette dernière, une femme forte, pourrait enfin l'aider à s'échapper de ce calvaire. Fatimata attend un soir où Aïssatou se trouvait seule dans la cuisine, occupée à préparer le repas. Le crépuscule tombait doucement sur le village, et la chaleur de la journée s'éteignait lentement, laissant place à un air plus frais. Fatimata, le cœur battant la chamade, se décide enfin à franchir le pas. Elle s'avança timidement vers Aïssatou, sa gorge nouée par l'angoisse, son regard fuyant. « Maman Aïssatou » commença-t-elle d'une voix tremblante, « j'ai besoin de te parler. » Aïssatou, occupée à remuer une marmite de légumes, ne leva même pas les yeux. Elle laissa Fatimata parler, mais son ton devenait rapidement froid. « Maman Aïssatou » répéta Fatimata, les larmes menaçant de déborder de ses yeux, « tonton, Ousmane continue à me faire du mal. Il continue à abuser de moi. Il a encore abusé de moi plusieurs fois. » Les mots s'échappèrent comme un souffle, presque inaudible, mais porteur de la vérité lourde comme un fardeau. Aïssatou s'immobilise. Ses mains se figèrent dans l'air, et une secousse parcourut son corps. Mais ce ne fut pas de la compassion qui anime ses yeux, mais bien une colère glaciale et un mépris palpable. Elle tourne enfin son regard vers Fatimata, un regard rempli de dégoût. « Quoi » dit Aïssatou d'un ton méprisant, comme si elle n'en croyait pas un mot. « Comment oses-tu accuser mon frère d'une chose pareille ?» Fatimata sursauta sous la violence de la réaction. Elle s'attendait à une forme de soutien, de réconfort, mais ce qu'elle reçut fut un rejet brutal. « Tu veux salir l'honneur de ma famille, c'est ça ?» Aïssatou poursuivit avec une ironie mordante. « Tu es une honte, Fatimata. Une fille facile. Tous les garçons du village t'ont déjà vu traîner dans des endroits louches, n'est-ce pas? Tu t'es donné à tous les garçons du village de ton plein gré, et maintenant tu veux jeter le tort sur Ousmane. » Les paroles d'Aïssatou étaient comme des coups de fouet, frappant Fatimata en plein cœur. Chaque accusation semblait approfondir un peu plus la porte de son désespoir. Elle se sentit de plus en plus isolée, plus insignifiante, comme une créature qui l'on écrase sous le poids de la honte. Ousmane, qui s'était approché en entendant les voix, se tenait désormais dans l'embrasure de la porte, son visage impassible. Il écoutait avec une certaine satisfaction l'humiliation infligée à Fatimata. Lorsqu'Aïssatou se tourna vers lui, il afficha un sourire sans remords. « Tu entends ça, Ousmane » Aïssatou exigea d'un ton moqueur. « Elle nous accuse de telles choses. »« Que fais-tu » dit Ousmane en s'avançant alors dans la pièce avec une lenteur presque calculée. Son regard était froid et inexpressif, mais il y avait une lueur de défi dans ses yeux. « Elle ment, Aïssatou. Je jure sur mon honneur. Rien de tout ça n'est vrai. Elle cherche juste à nuire à notre famille. Elle ne mérite même pas qu'on l'écoute. » Fatimata sent ses jambes vaciller sous elle. Elle voulait crier, les accuser à son tour, mais sa voix mourut dans sa gorge. Elle était prise au piège,
seule dans cette maison pleine de mensonges. Les deux adultes la regardaient comme une intruse, une délinquante, la privée de toute possibilité de rédemption. Le silence lourd qui suivait les déclarations d'Ousmane était assuré. Aïssatou détourna les yeux, semblant apparaître plus occupée par sa cuisine que par sa belle-fille. Elle n'accorda même pas un regard de pitié à Fatimata. « Retourne dans ta chambre », ordonna Aïssatou d'un ton sec. « Tu n'es plus qu'une honte pour cette famille. Nous ne voulons pas de menteuses sous notre toit. » Fatimata se tourne lentement et se dirigea vers la porte, le cœur lourd de chagrin. À chaque pas, elle sentait que quelque chose en elle se brisait un peu plus. Le vide qu'elle ressentait se creusait davantage. Elle n'avait nulle part où aller, personne pour l'écouter. Même ceux qu'elle considérait comme sa famille la rejetaient. La chambre de Fatimata, qui autrefois avait été son sanctuaire, était maintenant une prison. Ses murs semblent se rapprocher chaque jour d'un peu plus, l'enfermant dans une solitude insoutenable. Elle savait qu'elle ne pouvait plus se confier. La vérité qu'elle portait en elle n'intéressait personne. Ses pleurs, ses cris silencieux, tout cela était sans importance aux yeux de ceux qui l'entouraient. L'indifférence d'Aïssatou et d'Ousmane pesait sur elle comme un fardeau qu'elle n'arrivait plus à porter. À partir de ce moment-là, Fatimata est devenue une ombre dans cette maison. Elle s'éteignait lentement, engloutie dans le silence lourd de la trahison. Les mois passaient et le silence de Fatimata devenait de plus en plus pesant. Chaque jour, elle se perdait un peu plus dans le tourment de son âme. Les abus avaient laissé des traces profondes, des blessures invisibles, mais aussi une grossesse qu'elle n'avait jamais souhaitée, une grossesse née d'une violence qu'elle n'avait pas pu empêcher. Ce matin-là, alors que Fatimata se préparait dans la petite chambre où elle dormait, un détail particulier attira l'attention d'Aïssatou. La silhouette de la jeune fille, autrefois fine et frêle, était maintenant plus ronde, plus marquée. Un ventre qui se faisait de plus en plus apparent, un signe accablant de ce que Fatimata n'avait jamais voulu. Aïssatou, qui avait toujours cru pouvoir contrôler tout ce qui se passait dans la maison, s'aperçut de la grossesse bien plus tôt qu'elle ne l'aurait voulu. Sans avertissement, Aïssatou entre dans la chambre de Fatimata avec un regard glacial. Elle observe sa belle-fille, les bras croisés, une lueur de colère dans les yeux. Le silence dans la pièce était lourd, presque suffocant. « Regarde-toi » s'écria Aïssatou brusquement. « Tout le monde peut voir ce que tu as fait. » Fatimata recula instinctivement, se sentant piégée, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. Elle n'arrivait pas à croire que cela se passait vraiment. Pourquoi Aïssatou, sa propre belle-mère, ne voyait-elle pas la souffrance qui se cachait derrière ses yeux? Pourquoi ne comprenait-elle pas qu'elle était une victime? Voilà, maintenant, tout le monde sait quel genre de fille tu es. Une honte pour cette famille. J'ai toujours su que tu finirais comme ça, que tu t'enfoncerais dans la déchéance. Les mots de Aïssatou frappèrent Fatimata avec la force d'un coup de poing. Elle voulait répondre, se défendre, crier sa vérité, mais ces mots se brisaient dans sa gorge, étouffés par l'humiliation et la peur. Elle n'était qu'une jeune fille de 14 ans, sans défense, sans voix dans cette maison. « Tu es une fille perdue » ajouta Aïssatou avec mépris. « Et tu ne fais que souiller notre nom, notre réputation. » Les larmes de Fatimata se mirent à couler, lentement comme un fleuve qui se déverse sans fin. Elle pleura non seulement pour ce qu'elle avait vécu, mais aussi pour la dégradation de ses rêves, pour la perte de sa dignité. Elle pleura parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi personne ne la croyait, pourquoi elle était seule dans sa souffrance. Elle était une victime, et pourtant, tout le monde la regardait comme une coupable. « Je ne l'ai pas voulu » chuchota-t-elle, ses yeux baissés, mais sa voix tremblante portait pourtant la vérité. « Je ne l'ai jamais voulu. Je n'ai jamais cherché à me retrouver dans cette situation. » Mais ces mots tombèrent dans un vide glacé, sans résonance. Aïssatou ne fit qu'hausser les épaules, comme si la souffrance de Fatimata n'était qu'une invention. À ses yeux, elle n'était rien de plus qu'une fille débauchée, une traînée qu'il fallait expulser de la maison. À l'appel d'Aïssatou, le père de Fatimata, l'homme de la maison, fit son apparition. Il avait entendu les crises, en homme préoccupé par l'honneur de sa famille, il se précipita dans la chambre, l'air grave. Lorsqu'il aperçut le ventre arrondi de sa fille, son visage se ferma instantanément. La honte. La honte d'avoir une fille enceinte, une fille qui gâchait la réputation de son foyer, un foyer qu'il avait cherché à maintenir intact à tout prix.
Il observe Fatimata, son regard froid et distant, comme s'il la voyait pour la première fois. La déception était inscrite sur ses traits, mais ce qui l'affligeait le plus, c'était le regard des autres. Dans un village où l'honneur était plus précieux que tout, une grossesse prémaritale était un stigmate, une tare qu'il fallait effacer à tout prix. « Tu es une honte pour nous Fatimata », dit-il d'un ton sans émotion, comme s'il parlait d'un objet brisé. Nous ne pouvons pas permettre à cette situation de ternir notre nom. Sans un regard de plus pour sa fille, il se tourne vers Aïssatou. Ils échangèrent un regard lourd, puis il se tourna vers Fatimata. « Tu vas partir, ordonna-t-il. Nous ne voulons pas de toi ici. Tu iras à la capitale, chez ta tante. Là-bas, tu pourras continuer ta grossesse en secret. » Fatimata, sous le choc, n'eut pas le courage de manifester. Comment pouvait-elle contester cet ordre? Tout ce qu'elle ressentait, c'était un vide immense, un sentiment d'abandon total. Son père, la seule personne qui aurait dû la protéger, l'avait envoyée loin, comme un déchet qu'il fallait cacher. Le lendemain, Fatimata fut envoyée à la capitale. Elle prend le bus, les yeux vides, le cœur brisé. Ses pensées étaient un tourbillon. Comment en était-elle arrivée là? Pourquoi tout le monde semblait-il la rejeter, la condamner pour quelque chose qu'elle n'avait pas choisi? À la capitale, sa tante maternelle l'accueillit chaleureusement, mais elle ne pouvait comprendre l'ampleur de la douleur de la jeune fille. Son père lui avait expliqué que Fatimata était partie de son propre gré, qu'elle voulait vivre loin de la honte qu'elle avait provoquée. Mais Fatimata, au fond d'elle, savait qu'elle n'était qu'un pion, un instrument dans un jeu cruel que personne ne voulait comprendre. Alors qu'elle se retrouvait à l'écart, loin de tout, Fatimata sentit l'étau de son passé se resserrer autour d'elle. Elle était seule, face à sa grossesse, face à un avenir incertain. La douleur de l'abandon n'était que le premier chapitre d'une tragédie qui s'écrivait sans fin. Mais même dans cette souffrance, il y avait encore une petite lueur d'espoir. Peut-être qu'un jour, quelqu'un verrait enfin la vérité. Peut-être qu'un jour, elle trouverait une voie pour briser ce silence. Fatimata arrive à la capitale dans un état de confusion totale, comme un navire dérivant sans direction. Le voyage, long et silencieux, avait été une fuite, une échappatoire forcée loin de la maison, loin des humiliations et de la souffrance. Elle n'avait pas vu la mer, mais elle l'entendait dans sa tête, comme une rumeur lointaine et menaçante, quelque chose qu'elle n'avait jamais connu, mais qu'elle percevait comme le début d'une nouvelle vie, ou du moins, elle l'espérait. Dès son arrivée, sa tante maternelle l'accueillit avec une chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis la mort de sa mère. La maison était simple mais pleine de vie. Il y avait des enfants qui couraient dans le jardin, des rires qui s'élevaient du salon. Pour la première fois depuis longtemps, Fatimata se sentit en sécurité, comme si la chaleur de l'amour familial pouvait guérir une partie de ses blessures. Mais ce sentiment n'était qu'éphémère, une illusion de sa mère. Sa tante l'interrogea gentiment, cherchant à comprendre ce qui l'avait poussée à fuir son foyer. Fatimata, épuisée, lui raconte ce que son père lui avait dit de sa grossesse. Selon lui, elle était partie volontairement, honteuse et déshonorée par sa condition. Mais sa tante, une femme sage et perspicace, ne pouvait s'empêcher de percevoir un sous-entendu dans son récit. Elle savait que quelque chose n'allait pas, que la vérité était bien plus complexe que ce que lui avait dit son beau-frère. Malgré ses doutes, la tante a choisi de soutenir sa nièce, lui offrant un toit sous lequel elle pourrait accoucher en paix. Mais dans les yeux de Fatimata, la douleur ne faisait qu'augmenter. Elle était loin de chez elle, loin de son passé, mais son esprit ne cessait de revenir à ce moment précis où sa vie s'était brisée. Comment avait-elle pu en arriver là? Les mois passaient, et Fatimata se retrouvait chaque jour plus isolée, dans une ville qui ne semblait pas l'accepter. Ses pensées étaient prises dans un tourbillon, mais la vie, implacable, continuait. Son ventre grossissait, son corps se transformait, et une nouvelle vie grandissait en elle. À chaque coup de pied du bébé, elle ressentait un mélange d'espoir et de tristesse. Cet enfant serait tout ce qui lui resterait, son seul ancrage dans un monde devenu si vaste, si inhospitalier. Les jours où elle pouvait se reposer un peu, oublier le regard des autres, elle se laissait aller dans les bras de sa tante. Cette dernière la réconfortait, mais sans vraiment savoir comment. Elle n'était pas mère, et elle ne pouvait pas comprendre la profondeur de la douleur de sa nièce. Cependant, elle faisait de son mieux, lui offrant une maison et une présence bienveillante.